Chers téléspectateurs et téléspectatrices, aujourd'hui à Investigation. Comment rendre le Québec indépendant énergétiquement? Et nous traiterons sur les énergies au Québec, l'hydroélectricité, les centrales au gaz, l'éolien et l'énergie solaire. Bonjour et bienvenue, ici Vicky Lapointe. Donc, c'est en 1962 que prenait vie le projet de nationalisation de l'hydroélectricité au Québec, qui promettait aux Québécois de devenir davantage maîtres de leur développement économique et énergétique. En 2009, on ne peut parler du Québec sans parler d'hydroélectricité qui constitue 97% de sa production énergétique. Aujourd'hui, nous pouvons affirmer que nous sommes maîtres chez nous, car les profits de l'hydroélectricité nous reviennent entièrement. Cependant, nous dépensons une grande partie de ces bénéfices pour importer des combustibles fossiles. À ceci, des économistes, des politiciens et des écologistes se disent à quoi bon être maître chez nous si nous ne sommes pas indépendants énergétiquement. En effet, le Québec importe 50% de son énergie consommée, dont 76% est du pétrole. Plus de 18 milliards de dollars sortent du Québec chaque année pour importer ce combustible fossile dont nous n'avons aucun contrôle et qui libère des gaz à effet de serre. Notre consommation des produits pétroliers est répartie en 4 principaux secteurs: résidentiel, commercial, transport et industriel. Beaucoup sont d'avis que nous sommes capables de réduire notre dépendance aux combustibles fossiles en promettant des transports électriques et les énergies vertes pour remplacer graduellement le pétrole en électricité. Si cette idée devenait réalité, des emplois se créeraient partout au Québec, nous deviendrions un leader dans le domaine des énergies vertes et des milliards de dollars resteraient dans la province. Sauf que l'indépendance énergétique n'est pas mise avant par les dirigeants du Québec tels que Thierry Vandal et André Callier parce qu'ils proviennent principalement de l'industrie du gaz naturel. Ceux-ci prennent des décisions soumettant des projets au gaz comme le Surroi qui nous rendent complètement dépendants au gaz naturel. Par exemple, la centrale au gaz de Bécancour, construite en 2006, devait répondre rapidement à la demande énergétique du Québec. Ce projet qu'on pensait bénéfique au Québec s'est révélé à être une véritable catastrophe économique et environnementale. Les coûts qui avaient été prévus à 100 millions de dollars sont élevés à 1,4 milliard de dollars. Et en plus, nous ne faisons aucun profit avec cette centrale. En effet, nous vendons l'électricité à 9 cents le kilowattheure et elle nous coûte 10,5 cents le kilowattheure pour la produire au gaz. Hydro-Québec, à l'automne 2007, a donc demandé l'arrêt de sa production. Puisqu'il y avait un contrat de 20 ans avec la TransCanada Energy, le partenaire privé de la centrale, ils durent compenser à coût de 150 millions de dollars en 2008 pour qu'elle ne produise pas d'électricité. En 2009, ce fut exactement la même chose, donc au total 340 millions de dollars. Et en plus, cette centrale émettait 1,5 million de tonnes de CO2 pendant qu'elle était en fonction. Ceci est un bon exemple comme quoi il est mieux d'investir dans nos propres ressources plutôt que sur une ressource dont nous ne contrôlons ni le prix ni la distribution. Nous avons certes l'hydroélectricité pour produire de l'énergie au Québec. Cependant, cette production d'énergie n'est pas complètement verte, on la qualifierait plutôt de bleue, parce qu'elle a des conséquences considérables sur l'environnement, telles que diminution de bancs de poissons, inondation de territoire, dégradation de l'eau, contamination au mercure. Il y a donc des productions d'énergie qui respectent davantage l'environnement et qui sont tout aussi performantes, pouvant être facilement implantées au Québec, telles que l'éolien et l'énergie solaire. Le Québec a un grand potentiel d'énergie éolienne. Présentement, l'éolien représente 0,2 % de l'énergie totale produite au Québec. Le gouvernement Charest voudrait passer cette production-là à 10 % en 2015. Mais comparativement au Danemark, qui sa production est à 25 %, nous sommes pas si avant-gardistes que ça. Nous avons interrogé Xavier Daxelet, physicien et cofondateur du Parti vert du Québec, pour nous en apprendre un peu plus sur l'éolien. Est-ce que vous pensez que, justement, Hydro-Québec devrait développer l'éolien? Oui, il devrait le développer. C'est clair. Beaucoup de pays ont des sociétés d'État qui développent l'éolien en tant que tel. Parce que quand une compagnie privée fait un parc éolien, elle va avoir un certain bénéfice. Donc ce bénéfice-là, elle va le garder pour elle, évidemment. Si c'est Hydro-Québec qui faisait ce parc-là au lieu d'une compagnie privée, ben, ce bénéfice, ce serait nous qui l'aurions au lieu de la compagnie privée. En plus, regardons le dernier appel d'offres des 1000 derniers mégawatts qui ont été accordés par Hydro-Québec. La moitié, 50 %, est une compagnie française d'électricité et une société d'État, Électricité de France, qui a 50 % des projets du dernier 1000 mégawatts.
Donc c'est incroyable qu'on donne en fait encore de l'opportunité à des étrangers de faire de l'argent chez nous, alors que nous, on a tout ce qu'il faut, on aurait tout ce qu'il faut pour le faire. Surtout qu'il y a, en la baie James, il y a un potentiel incroyable également, juste à côté des barrages et des réservoirs qui existent actuellement. Il y a les lignes de haute tension qui sont là, tous les tracés sont déjà faits, on aurait juste à ajouter quelques lignes sur le même tracé. On aurait tout à faire, et puis ça ne coûterait pas grand-chose pour Hydro-Québec, à part le développer, disons, construire les éoliennes elles-mêmes. On pourrait même les faire sur l'eau ou autour des barrages, il n'y aurait aucun problème pour ça. Donc on aurait tout à gagner d'en faire, surtout les gros parcs. Puis est-ce que vous diriez que le Québec est un pas en arrière des autres? Oui, dans ce coin-là, on se limite en fait. Ce qu'on est en train de faire, c'est qu'on se limite par rapport à d'autres pays, dont même l'Ontario, en parenthèse, dans le secteur éolien. Et on se peinture dans le coin, dans le fond. C'est un peu surprenant comme attitude, là, mais c'est exactement ce qu'on est en train de faire. Là. Et puis en plus, avec le système qu'on a au Québec, on est à 98% ou 98% à peu près de l'hydroélectricité. Et puis ça permet exactement de compenser les effets d'intermittence de l'énergie éolienne. Parce que l'éolien, c'est sûr qu'ils ne vendent pas tous les jours, des fois ils vendent, des fois ils ne vendent pas. Mais première chose, c'est que si on répartit le nombre d'éoliennes sur un territoire qui est relativement grand, et comme le Québec est assez grand comme territoire, c'est parfait, ben, c'est plutôt rare qu'ils ne vendent pas en même temps à des endroits aussi éloignés les uns des autres, par exemple Baie James ou Gaspésie. Il y a toujours un endroit qui va vanter. Donc en moyenne, grosso modo, il y a toujours du vent. Donc en fait, l'intermittence, c'est un faux problème. Mais en plus, au Québec, on a l'hydroélectricité qui permet de fermer ou ouvrir certaines vannes pour augmenter ou diminuer le débit de l'eau qui s'en va vers les turbines. Donc on peut exactement compenser la diminution et l'augmentation de la production d'électricité du éolien à cause du vent. Donc on a tout ce qu'il faut au Québec et même mieux que beaucoup d'autres pays pour compenser cet effet-là. Donc on pourrait monter plus que 20%, probablement peut-être même jusqu'à 40% à certains moments donnés, parce qu'en Espagne, ils arrivent à certaines périodes de l'année à avoir 40% d'électricité qui est fabriquée sous forme éolienne. Là. Donc c'est une limitation qui est complètement rétrograde, je dirais. Nous avons constaté que l'éolienne était une solution très intéressante pour le Québec à grande échelle. Devrions-nous envisager l'énergie solaire? Et puis, si on a une maison, c'est quand même, je ne sais plus combien exactement la puissance ça va, mais c'est quand même plusieurs milliers de watts. Là. Et une ampoule, c'est 100 watts. Là. Donc, pour chaque ampoule qu'on a à la maison, il faudrait 1 mètre carré. Donc, c'est sûr que ça commence à faire beaucoup si on a surtout le frigidaire, et surtout le chauffage. Hein. Le chauffage, c'est plusieurs dizaines de milliers de watts. Là, ça peut être. Donc, ça veut dire à peu près 100 mètres carrés, 10 par 10 mètres, c'est au-dessus du toit de la maison, si on veut. Donc, l'espace même d'une maison est trop faible pour pouvoir assumer elle-même son électricité sous forme photovoltaïque. Donc, c'est pas du tout rentable. C'est intéressant si on a une habitation qui est isolée et que le raccordement au réseau coûterait très cher, par exemple. Je prends un chalet, par exemple, dans la forêt, puis dans une pourvoirie, puis ça coûterait cher d'amener les fils électriques jusque-là. Ben, à ce moment-là, ça vaudrait la peine d'avoir une petite éolienne ou d'avoir des batteries. Là. D'avoir des cellules photovoltaïques, des panneaux solaires. Malgré tous ces moyens pour produire de l'électricité, il reste inévitable de s'enligner vers l'efficacité énergétique. Les citoyens se doivent de réduire leur consommation d'électricité, car ainsi, les demandes énergétiques baisseraient et il y aurait moins de barrages d'éoliennes à construire. L'efficacité énergétique reste donc la solution la moins coûteuse et celle qui a le moins d'impact sur l'environnement. Les Québécois sont les deuxièmes plus grands consommateurs d'énergie au monde. Il est donc primordial pour nous de changer nos habitudes pour être moins dépendants à l'énergie en général. L'indépendance énergétique nous sera autant bénéfique économiquement que sur l'environnement. Le Québec détient un grand potentiel en énergie verte qui pourrait se servir pour réduire sa dépendance face aux combustibles fossiles tels que le pétrole et le gaz naturel. En plus, cette énergie pourrait nous servir à instaurer des lignes de trains électriques et des tramways que notre entreprise québécoise Bombardier construit de renommée internationale. De plus, en changeant nos transports, on pourrait naturellement réduire nos émissions de gaz à effet de serre. Donc, si l'indépendance énergétique devenait réelle, le Québec deviendrait un véritable leader dans le domaine des énergies vertes et un exemple pour l'avenir.